De Gaulle est donc sorti de la crise de mai 68 relativement renforcé, son parti ayant largement gagné les élections en juin 1968. Or, malgré cela, un an plus tard, en avril 69, il démissionne à la suite de l'échec du référendum qu'il a organisé, référendum qu'il n'était absolument pas obligé d'organiser. Alors, il est bien évident qu'il y a un lien entre ces deux événements, mai 68 et le référendum et son échec, lien qu'il faut s'efforcer d'éclairer. Alors, ce référendum, il porte non pas sur la participation, qui est le thème principal que De Gaulle développe depuis mai 68, mais sur la réforme des institutions. Bon. Sur la création de régions, donc une sorte d'ancêtre de la régionalisation que nous avons connue depuis, et puis d'autre part une profonde réforme du Sénat, la création d'un nouveau Sénat, dans lequel il y aurait, alors à côté des sénateurs au sens classique représentant les régions, les territoires, des sénateurs représentant les activités socio-professionnelles. Bon, et un Sénat qui aurait essentiellement un rôle consultatif. Il est bien précisé que c'est dans le cadre de cette réforme de la Constitution que serait mise en place la participation, qui est, je le répète, le thème central de De Gaulle à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il procède comme ça? D'abord parce qu'on ne peut pas faire un référendum sur tout et n'importe quoi. Ça doit porter sur l'organisation des pouvoirs publics. Ensuite, De Gaulle avance sur ce terrain, je dirais, d'un pas qui n'est pas très sûr. Bon. Et le résultat, c'est que la question, la réforme, devient incompréhensible. C'est une réforme au second degré. Hein. On fait une réforme des institutions dans laquelle pourra être faite par la suite une réforme concernant la participation. Bon, tout ceci n'est pas très clair. Et le résultat, c'est que la classe politique et la population, surtout, va transformer ça de façon très très simple en une autre question, c'est est-ce que vous voulez garder De Gaulle comme président de la République? Alors les deux camps vont se répartir de façon tout à fait prévisible, évidemment. La gauche et l'extrême gauche étant bien sûr pour le non, parce que De Gaulle est un dictateur et c'est l'homme du grand capital. Le centre également, qui est déjà dans l'opposition, se prononce pour le non, parce que De Gaulle, c'est le pouvoir personnel, qu'il n'est pas assez européen et qu'il n'est pas assez dans l'alliance américaine. Par contre, les gaullistes, bien sûr, appellent à voter oui. Bon. Les gaullistes, ils ont eu une large majorité aux élections de juin 68. Donc, ça pourrait éventuellement faire une majorité pour le oui au référendum. Ça ne sera pas le cas, parce que parmi les gaullistes, à droite, disons, il y a de plus en plus de gens qui commencent à penser que pour maintenir l'ordre, pour faire barrage contre le risque révolutionnaire, eh bien, après tout, on peut se passer de Gaulle. Et le pense le plus fort, évidemment, les gens qui se verraient bien en successeur de Gaulle. D'abord, Giscard d'Estaing, qui était déjà passé dans une certaine opposition, qui pour ce référendum, alors se prononce pas clairement pour le non, mais il fait de telles critiques. Enfin, il dit clairement qu'il n'approuve pas cette réforme, ce qui revient en fait à appeler à voter non. Pour Pompidou, qui est, comme on l'a souligné, en réserve de la République à ce moment-là, alors c'est encore plus pervers, c'est-à-dire qu'officiellement il appelle à voter oui, il se paye même le luxe de participer à un meeting en faveur du oui, sauf qu'il a savonné la planche à De Gaulle en faisant savoir depuis plusieurs mois que lorsque le moment sera venu, il sera candidat à la présidence de la République. Ce qui veut dire clairement, si jamais De Gaulle s'en va, eh bien, ne vous inquiétez pas, je suis là pour le remplacer. Alors, ces défections, plus le fait qu'on ne comprend pas très bien la réforme, qu'on est lassé de Gaulle, et qu'on n'adhère pas à l'idée de la participation, eh bien, le résultat, c'est une incontestable majorité en faveur du non, 52,4%, et la grande majorité des départements qui se sont prononcés pour le non.
Alors, De Gaulle n'était absolument pas obligé d'organiser ce référendum en avril 1968, comme le montre très bien le résultat des élections en 67 et 68. En mars 67, c'est le camembert de gauche, les gaullistes n'avaient gardé qu'une faible majorité d'une seule voix à l'Assemblée, et encore pour cela, ils avaient besoin de l'apport des républicains indépendants, c'est-à-dire de Giscard et de sa bande. Après la crise de 1968 et le redressement spectaculaire de Gaulle, fin juin 68, les gaullistes emportent alors une majorité relative en voix et une très large majorité absolue en sièges. Ils ont d'ailleurs la majorité à eux tout seuls. Les républicains indépendants ne sont plus indispensables, donc sont réduits à l'état de force d'appoint sans moyen de pression. Cette majorité est si confortable qu'on a évoqué parfois l'hypothèse que De Gaulle aurait fait exprès de perdre en avril 69. Ça aurait été, alors bon, un suicide politique, bon, le terme est un petit peu fort, mais une façon grandiose de sortir comme ça en disant, eh bien, puisque vous n'êtes plus d'accord, je m'en vais. Je ne partage pas exactement cette analyse. Je pense que De Gaulle souhaitait et pensait pouvoir gagner ce référendum. Il savait que ce serait difficile, mais il a pris le risque parce qu'il pensait que c'était nécessaire. Si on essaye de voir ce que pouvait être son état d'esprit, d'abord, De Gaulle, au lendemain de mai-juin 68, bon, évidemment, son pouvoir est renforcé. Mais il sait parfaitement que le temps qui lui reste lui est compté. En novembre 68, il fête son 78e anniversaire. Bon. S'il va jusqu'au bout de son mandat, qui se termine, je rappelle, fin 72, il aurait 82 ans à ce moment-là. Il a sans doute envisagé de se retirer avant ce terme de 1972. De toute façon, la question ne s'est pas posée, puisqu'il est mort brutalement en novembre 70. Et s'il était resté à l'Élysée, il aurait pu tout à fait mourir de la même façon. Mais il sait que le temps lui est compté et il veut. Alors il reste au pouvoir, pas pour rester au pouvoir le plus longtemps possible, mais parce qu'il pense qu'avant de partir, eh bien, il faut achever et consolider encore l'édifice. L'édifice de la France et de sa grandeur, tel qu'il le conçoit, moi je dirais qu'on pourrait le représenter comme ça. La France selon De Gaulle, c'est un édifice qui est soutenu par trois piliers très solides, qui sont la grandeur et l'indépendance de la France. Ça, c'est le combat qu'il poursuit depuis 1940, depuis qu'il a dit que ceux qui acceptaient la défaite, ne pouvaient pas représenter la France. Le deuxième pilier, c'est la stabilité, c'est-à-dire des institutions qui permettent d'avoir un fonctionnement stable et régulier du régime. Bon, ce qu'il a échoué à faire en 45-46, qu'il réussit à faire avec la Ve République lorsqu'il revient au pouvoir. Et puis enfin, le troisième pilier, la participation, c'est-à-dire des réformes sociales qui évitent que la lutte des classes, puisqu'elle existe, Marx ne l'a pas inventée, la lutte des classes ne déchire la société française, qui a déjà beaucoup de motifs de se déchirer. Voilà l'édifice tel qu'il le rêve, et il pense à la fin de sa présidence, il pense qu'il doit encore le renforcer avant de passer la main. Alors c'est déjà comme ça que la question se posait en 1965, lorsqu'il s'est demandé s'il prenait sa retraite ou s'il se représentait. Et lorsqu'il a considéré les successeurs envisageables, eh bien, il a pensé qu'il devait rester. Bon, Debré, il ne l'a jamais vraiment envisagé comme successeur. Pompidou, il le considère comme un excellent exécutant, un brillant exécutant, mais il ne pense pas qu'il ait l'envergure historique nécessaire pour être à la hauteur de la tâche, enfin telle que la conçoit De Gaulle. Quant à Mitterrand, alors pour De Gaulle, cette hypothèse, c'est l'horreur absolue, c'est le retour au régime des partis, à la 4e République, ce en quoi il se trompe. Lorsque Mitterrand est finalement élu en 81, eh bien, il a été le plus monarchique et le plus gaullien
de tous les présidents de la République depuis De Gaulle. Mais bref, en 65, De Gaulle pense qu'il doit encore consolider l'édifice, mais à ce moment-là, il pense surtout aux deux premiers piliers, hein, indépendance et grandeur de la France et stabilité des institutions. La question de la réforme sociale et de la participation n'est pas encore vraiment au centre de ses préoccupations. Ce qui change tout, c'est mai 68. Mai 68 révèle brutalement la profondeur de la crise, une crise globale, sociale, culturelle, une crise de civilisation, comme on l'a dit souvent, et le fait que le pilier de la participation, il a à peine commencé à être construit, donc c'est pas lui qui va sauver l'édifice. Donc ce que veut faire De Gaulle avant de partir, c'est de consolider suffisamment ce pilier de la participation pour être certain que l'édifice va tenir debout. La politique que De Gaulle propose, cette réforme autour de la participation, ça dépend évidemment de l'analyse que l'on fait de la crise de mai 68. Alors, les analyses, si on cherchait les analyses, elles ne manquaient pas. Hein. Dès l'été 1968, les librairies, les rayons des libraires ont été submergés par des dizaines d'ouvrages qui ont continué à être publiés ensuite tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 30 ans, jusqu'au cinquantenaire. Cinquantenaire, c'est plutôt d'ailleurs comment se débarrasser de 68 qui prévaut. Mais enfin, bon. Donc, beaucoup de réflexions là-dessus et globalement, les gens ont bien compris ce qu'était la profondeur de la crise. Hein, il n'est pas nécessaire d'être De Gaulle pour cela. Et même ce Pompidou que j'ai présenté comme un exécutant, bon, enfin que De Gaulle voyait comme un exécutant, ce qui n'est pas très gentil, il ne faudrait quand même pas le prendre pour un imbécile. Et lorsqu'il intervient devant l'Assemblée nationale, le 14 mai 1968, pour défendre son gouvernement, parce qu'il y a une motion de censure qui a été déposée, et bien justement, il s'efforce d'élever le débat sur les causes réelles de la crise, et il dit la chose suivante: je ne vois de précédent dans notre histoire, quand cette période désespérée que fut le XVe siècle, où s'effondraient les structures du Moyen-Âge et où déjà les étudiants se révoltaient en Sorbonne. À ce stade, ce n'est plus, croyez-moi, le gouvernement qui est en cause, ni les institutions, ni même la France, c'est notre civilisation elle-même. Donc on voit qu'il y a là l'effort, disons, pour élever le débat et bien voir la réalité, la profondeur des problèmes. La crise de civilisation, l'expression a été souvent utilisée à l'époque, on a pu la critiquer, ceci dit, elle a quand même l'intérêt de bien montrer le caractère profond, le caractère global et aussi le caractère moral de la crise. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de revendications matérielles qu'il s'agit. Pompidou a très bien compris tout ça, mais il n'adhère pas pour autant à l'idée de la participation telle que le conçoit De Gaulle, parce que tel que le conçoit De Gaulle, ça n'est rien de moins que l'idée d'une troisième voie, une solution qui serait une troisième voie entre le communisme et le capitalisme. Écoutons la façon dont De Gaulle lui-même le présente. Alors, pendant la crise elle-même, là, nous sommes le 7 juin 1968, dans un entretien qu'il a à la télévision avec Michel Droit. Pour la mutation dont vous me parlez, il y a naturellement des réponses diverses et opposées. Moi, j'en vois trois. J'en vois trois essentielles. D'abord, il y a le communisme qui dit « créons d'office le plus possible de biens matériels et répartissons-les d'office de telle sorte que personne n'en dispose à moins qu'on ne l'y autorise. » Comment? Par la contrainte. La contrainte morale et matérielle constante. Autrement dit, par une dictature qui est implacable et perpétuelle. Non, du point de vue de l'homme, la solution communiste est mauvaise. Le capitalisme dit, grâce au profit qui suscite l'initiative, fabriquons de plus en plus de richesses
qui, en se répartissant par le libre marché, élève, en somme, le niveau du corps social tout entier. Seulement, voilà, la propriété, la direction, le bénéfice des entreprises dans le système capitaliste n'appartient qu'au capital. Et alors ceux qui ne le possèdent pas se trouvent dans une sorte d'état d'aliénation à l'intérieur même de l'activité à laquelle ils contribuent. Non, le capitalisme du point de vue de l'homme n'offre pas de solution satisfaisante. Il y a une troisième solution, c'est la participation qui, elle, change la condition de l'homme au milieu de la civilisation moderne. La participation n'est pas une idée nouvelle que De Gaulle sortirait d'un chapeau de magicien en 1968. C'est un thème constant du discours gaulliste et ceci depuis l'époque de la France libre. Le nom a pu changer puisque ça s'appelle la participation que depuis 1966-67. Avant, on disait l'association, et même pour être plus explicite, l'association capital-travail. Et comme le montre cette chronologie, ce thème, on le retrouve dans toutes les périodes du gaullisme. Déjà à l'époque de la France libre, en particulier dans un discours qu'en 1941 De Gaulle prononce à Oxford devant la communauté française. On le retrouve au moment de la libération avec la création des comités d'entreprise. À l'époque de la traversée du désert, lorsque De Gaulle a quitté le pouvoir, en particulier dans un discours qu'il fait en 1948 aux délégués ouvriers ou délégués d'entreprise du RPF, et puis pendant la période de la Ve République, avec en 1959 l'ordonnance sur l'intéressement des travailleurs, et puis surtout en 1967 l'ordonnance sur la participation des salariés au capital même de l'entreprise. Alors donc, une constante, et là-dedans, alors deux réalisations emblématiques pour les plus importantes. D'une part, les comités d'entreprise en 1945, d'autre part, l'ordonnance sur la participation en 1947. Alors, cette idée de la participation, quelles sont ses sources? Elle est inspirée en fait de la doctrine du christianisme social, qui en France est essentiellement bien sûr un catholicisme social. C'est un corps de doctrine qui s'est formé à partir du XIXe siècle, au moment où l'Église cherche à retrouver le contact, ou du moins à ne pas perdre totalement le contact avec les classes populaires, à sortir un petit peu de sa posture d'église du roi et d'église des puissants, qui dit aux humbles qu'ils doivent se résigner en ce bas monde pour pouvoir mieux mériter le paradis dans l'autre monde. Alors donc, il est évident qu'à l'époque de la révolution industrielle, ce n'est pas avec ce discours que l'Église pourrait se rapprocher de la classe ouvrière. Et puis il y a autre chose, c'est que l'Église recherche une doctrine sociale dans le sens d'une théorie de la société. Puisque la théorie de la société, qui était celle de l'Église, eh ben, traditionnellement, c'était celle de la féodalité. C'était celle des trois ordres. Lorsqu'on expliquait que Dieu avait placé sur terre trois catégories d'hommes aux fonctions différentes, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent, donc les trois ordres de l'Ancien Régime, et que chacun devait remplir son devoir à l'intérieur de cet ordre sans chercher à en sortir. Alors cette conception de la société, elle s'est effondrée avec la Révolution française et elle ne va pas renaître. Et les nouvelles conceptions de la société qui se sont développées, eh bien, elles sont laïques. Elles se sont développées complètement en dehors de l'Église. Soit le libéralisme, qui voit la société comme formée d'individus n'ayant pas de rapport particulier avec Dieu, d'individus libres et égaux et en compétition entre eux. La meilleure définition de cette société libérale, je l'ai trouvée un jour dans François Furet, qui dit « Cette société, c'est une société de citoyens libres et égaux
en compétition entre eux pour l'appropriation des biens et la réalisation d'eux-mêmes. Bon, je ne vois pas ce qu'on peut ajouter à cette définition de la société libérale. Puis il y a une autre conception qui est apparue, celle du socialisme, du marxisme en général, qui voit la société comme composée de classes sociales qui s'opposent, en particulier les dominants et les dominés, les exploiteurs et les exploités, et puis l'apparition d'une classe sociale, le prolétariat, qui, en se libérant, libérera l'essentiel de l'humanité. Bon. Alors, face à cela, eh bien, petit à petit, des courants nés dans l'Église ont voulu théoriser une autre vision de la société liée à une vision chrétienne de la société. En gros, c'est l'idée de voir la société composée, bien sûr, de classes sociales, mais des classes sociales dans lesquelles vivent des gens qui sont tous des enfants de Dieu. Donc des classes sociales qui doivent collaborer entre elles, coopérer entre elles pour le bien commun, à condition évidemment que soient respectés les droits et la dignité des travailleurs, des classes populaires. Alors bon, il y a les plus célèbres de ces théoriciens sont au XIXe siècle Albert de Mun, qui est un royaliste légitimiste, et au XXe siècle, Marc Sangnier, qui est plus proche des socialistes, qui finira d'ailleurs par être condamné par le Vatican, et puis sa publication, Le Sillon, qui développe ces thèmes, qui développe donc un catholicisme très proche de la classe ouvrière. Et puis ça s'est exprimé aussi à travers un certain nombre de positions pontificales, d'encycliques, sur la question sociale. Et la première d'entre elles, c'est l'encyclique Rerum Novarum, ce qui veut dire les choses nouvelles, encyclique publiée par le pape Léon XIII en 1891. De Gaulle adhère à cette conception de la société qui est inspirée du catholicisme social. Pour quelle raison? La première raison qui est évidente, c'est qu'il est lui-même catholique. Alors, la nature de la foi religieuse de Gaulle, bon, ça relève de l'intime, et donc ça reste un mystère, comme tout ce qui, chez de Gaulle, relève de l'intime. Il n'y a pas, à ma connaissance, de confidence qui ait été rapportée sur la nature de cette foi. Par contre, ce qui est certain, c'est que socialement, de Gaulle est un catholique pratiquant qui va à la messe et qui communie, et très profondément, par toute sa formation, toute sa vie, eh bien, c'est un homme de culture catholique. Mais au-delà de cette appartenance au catholicisme, il y a autre chose. C'est que cette vision de l'Église, eh bien, elle correspond tout à fait à la conception qu'a de Gaulle de la gestion des conflits dans la nation. Et il faut l'entendre, par exemple, parler de la gauche et de la droite et de sa position par rapport à la gauche et à la droite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en France, il y a une gauche et c'est très bien comme ça. Bon. En France, il y a une droite et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, il leur donne leur nom désuet de la gauche et la droite, de parti du mouvement et parti de l'ordre. Donc, il y a les deux, mais aucun ne peut représenter la nation. Et on ne peut pas prétendre représenter la nation en prenant le parti de l'un contre l'autre. Je pense qu'on pourrait le rapprocher tout à fait d'une phrase de Machiavel. Machiavel, dont la pensée politique va bien au-delà de ce qu'on appelle le machiavélisme en général. Machiavel, qui écrit dans le discours sur la première décade de Vic-Livre, il écrit la chose suivante: dans toute république, il y a deux partis, celui des grands et celui du peuple. Et toutes les lois favorables à la liberté ne naissent que de leur opposition. De leur opposition, pas de la victoire de l'un sur l'autre. Bon. Alors écoutons de Gaulle, avec ses propres mots, présenter sa conception de la droite et de la gauche. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite,
la France. Naturellement, les Français, comme de tout temps, ils l'ont eu, ressentent en eux des courants. Il y a l'éternel courant du mouvement, qui va aux réformes, qui va au changement, qui est naturellement nécessaire. Et puis, il y a aussi un courant de l'ordre, de la règle, de la tradition, qui lui aussi est nécessaire. C'est avec tout ça qu'on fait la France. Prétendre faire la France avec une fraction, c'est une erreur grave. Et prétendre représenter la France au nom d'une fraction, cela c'est une erreur nationale impardonnable. Alors, ce combat pour la participation, bon, bah, c'est un combat qui a été perdu par De Gaulle, et je dirais qu'il avait quand même très peu de chances de réussir. D'abord parce que les bases théoriques de cette troisième voie sont extrêmement fragiles. Bon, au XIXe siècle et au XXe siècle, ce n'est pas l'Église catholique qui fait l'air du temps dans le domaine des idées. On pourrait en reparler pour le XXIe siècle, mais en tout cas, au XXe siècle, ça n'est pas le cas. Le socialisme, il a ses grands penseurs, à commencer par Marx, évidemment. Le capitalisme aussi. Par exemple, dans sa forme régulée avec Keynes ou dans sa forme libérale avec Hayek. Quel est le grand penseur de la troisième voie? Eh ben, on a beaucoup de mal quand même à le trouver, quelque chose qui tienne la route sur la conception de l'histoire. Et on peut remarquer par exemple quelque chose d'intéressant sur l'intérêt que De Gaulle a porté au livre de Marcel Loichaud, bien oublié aujourd'hui, La réforme pancapitaliste, livre qui est paru en 1966. On voit De Gaulle chercher avidement, un petit peu de tous les côtés, d'ailleurs plus à gauche qu'à droite, des bases théoriques pour étayer sa conception de la troisième voie. Et quand paraît ce livre, La réforme pancapitaliste, eh bien, il est tout à fait enthousiasmé. Marcel Loichaud est c'est pas un théoricien, hein, mais c'est un entrepreneur astucieux et compétent qui se dit qu'après tout, le problème social serait réglé si tout le monde devenait capitaliste. Et ce qu'il propose, lui, sous le nom de réforme pancapitaliste, c'est-à-dire le capitalisme pour tout le monde, c'est d'obliger par la loi les entreprises à concéder une partie de l'augmentation de capital, qui existe avec la croissance de l'époque, de concéder une partie de cette augmentation aux salariés. Et donc, en période de croissance, en quelques dizaines d'années, eh bien, les salariés deviendraient actionnaires majoritaires des plus grandes entreprises. Bon. De Gaulle, ayant lu ce livre, écrit à Marcel Loichaud, le 11 avril 1966, un petit mot qui est très enthousiaste. Il lui dit « Ayant lu votre ouvrage, La réforme pancapitaliste, je tiens à vous écrire que j'en ai été fort impressionné. Peut-être savez-vous que depuis toujours, je cherche un peu à tâtons la façon pratique de déterminer le changement, non point de niveau de vie, mais bien de la condition de l'ouvrier. » Ce qui est intéressant là-dedans, c'est De Gaulle avouant qu'il cherche un petit peu à tâtons le moyen de réaliser son projet social. Et c'est bien difficile à trouver parce qu'il n'y a pas de grand penseur qui ait développé cette idée. Alors bon, on peut douter que Marcel Loichaud ait été ce grand penseur, mais enfin, De Gaulle s'y est beaucoup intéressé. Autre faiblesse, je dirais que l'idée de la participation, elle a très peu de base dans la société. Quelle serait la base sociale qui pourrait soutenir ce projet? Les classes populaires, elles se reconnaissent dans les forces politiques et syndicales qui critiquent le capitalisme, pas dans celles qui proposent de l'aménager et de transformer les ouvriers en capitalistes. En préparant ce cours, je suis tombé sur Internet sur un petit film que j'ai trouvé très intéressant, très frappant. Pour le retrouver,
Il suffit de taper manifestation du 11 mars 1969 dans la barre de recherche. Alors on voit ce petit film qui dure 8 minutes. C'est lors d'une manifestation syndicale, 11 mars 69, peu de temps donc avant le référendum. Alors le film est intéressant parce qu'il est muet. Et l'on voit donc pendant 8 minutes défiler sur les grands boulevards à Paris ce peuple de gauche. Et on imagine se promenant au milieu avec un micro et demandant à ces gens qu'est-ce qu'ils pensent de la participation. Il est bien évident que ça les ferait bien rigoler. Il n'y a pas de base dans les classes populaires pour faire aboutir ce projet. Il n'y en a pas non plus, évidemment, dans les classes dirigeantes. Pompidou, qui vient de la banque Rothschild, hein, bon, la banque Rothschild, bon, c'est le premier président que la banque Rothschild, il y en aura d'autres, hein, il y en aura un autre. Bon, c'est le premier président que la banque Rothschild ait fourni clé en main à la République. Lui, il ne croit pas du tout à cette réforme pan-capitaliste. Il comprend les motifs profonds de la crise. Bon, enfin, bon, la réforme du capitalisme, ça n'est pas du tout son projet. Pour réaliser ce projet, il n'y a pas de base politique non plus. Dans le parti gaulliste, il y a un courant gaulliste de gauche, mais qui est microscopique, alors dans lequel on trouve des gens intéressants, hein, Louis Capitan, Louis Vallon, Jeannet, David Rousset, que nous avons ici. David Rousset qui vient du trotskisme, qui a été résistant, déporté, qui, au lendemain de 1945, a été l'un des premiers à écrire sur l'univers concentrationnaire en faisant un lien entre l'univers concentrationnaire tel qu'il existait chez les nazis et tel qu'il existait dans le monde stalinien. Bon. David Rousset, donc devenu gaulliste de gauche, il est élu député gaulliste de l'Isère en 1968. Pourquoi ? Parce que, sur ordre de De Gaulle, le parti gaulliste lui a offert une circonscription. Mais s'il s'était présenté avec l'étiquette « Je suis gaulliste de gauche pour la participation » contre un gaulliste normal, entre guillemets, bon, il aurait fait 2% des voix. Hein. Donc, comment dire, le corps politique pour soutenir cette réforme, pratiquement, il n'existe pas. Et puis enfin, il y a une dernière raison à cet échec, c'est l'attitude de De Gaulle lui-même, qui pendant très longtemps n'y a pas accordé la priorité. Et puis c'est vrai aussi que ce n'est pas du tout le terrain sur lequel il se sent le plus à l'aise. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'en 1968, les réalisations, dans le sens de la participation, sont extrêmement modestes. Bon, il y en a deux qui sont notables. Bon, les comités d'entreprise en 1945, c'est important. Mais ces comités d'entreprise n'ont pas de pouvoir, on doit les informer, mais ils n'ont pas de pouvoir de décision dans l'entreprise. Enfin, l'ordonnance de 1967, août 1967, que l'on voit ici reproduite au journal officiel. Alors attention, déjà, c'est une ordonnance. C'est-à-dire que ça n'est pas passé par un débat sur un projet de loi. C'est publié en plein mois d'août, pratiquement en catimini. Et donc, ça organise la participation obligatoire des entreprises de plus de 100 salariés. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, s'il y a augmentation de capital, une part de cette augmentation doit revenir aux salariés. Concrètement, qu'est-ce que c'est devenu? Eh bien, une épargne salariale qui n'est pas sans intérêt, mais qui ne change pas la condition ouvrière. Lorsqu'on a mis cette ordonnance en chantier, c'était beaucoup plus ambitieux. À l'origine, il y avait un amendement proposé et voté sous l'impulsion de Louis Vallon, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'amendement Vallon, qui prévoyait donc de rendre obligatoire cette participation des salariés à l'augmentation de capital. Et puis concrètement, quand il a fallu rédiger une ordonnance sur cette base-là, on a confié ce boulot à Pompidou et à son chef de cabinet qui s'appelait Édouard Balladur. Bon, si on compte sur eux pour révolutionner le capitalisme, je crois qu'on est assez mal parti. Donc le résultat, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait en 1968.
Et puis arrive cette crise de mai 68 qui agit sur De Gaulle comme une sorte de révélateur. Alors, révélateur de quoi? J'ai représenté par ce petit schéma. Bon, non, merde. Je recommence. Et puis arrive cette crise de mai 68 qui agit sur De Gaulle comme un révélateur. Révélateur de quoi? Ben, j'ai essayé de le montrer par ce schéma. Révélateur de ce que l'édifice risque de s'effondrer. L'édifice, en tout cas, est très fragile parce que le pilier social qui, pour De Gaulle, doit être construit autour de la participation, eh bien, le pilier social n'a pas été suffisamment consolidé. Il n'a même pas été construit du tout. Donc, désormais, De Gaulle est déterminé à le construire, déterminé à l'imposer. Sauf qu'à aucun moment, il n'a envisagé une dictature. Donc, il faut bien, pour cela, trouver un soutien dans la société. Et il se trouve que la majorité qu'on lui a donnée en juin 1968, c'était une majorité pour la loi et l'ordre. Ce n'était pas une majorité pour la réforme sociale. Qu'importe. On prête à De Gaulle cette phrase. Ils m'ont donné une chambre PSF et je lui ferai faire une politique PSU. Alors pour ceux qui ont un petit peu oublié, rappelons, le PSF, c'était le Parti social français, le parti du colonel Delaroque dans les années 30, donc une formation très 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 à droite qui était essentiellement pour la loi et l'ordre. Bon. Le PSU, Parti socialiste unifié, c'est cette petite formation de gauche qui est née à la gauche du Parti socialiste et qui était très féru d'idées nouvelles, d'autogestion, d'initiatives populaires, etc. etc. Bon. Donc, à cette chambre PSF, faire une politique PSU. Imposer une politique à une majorité qui n'en veut pas, De Gaulle l'a déjà fait, en particulier pour l'Algérie. À ce moment-là, sa majorité parlementaire était plutôt Algérie française, et même son premier ministre, Michel Debré, était pour l'Algérie française. De Gaulle a quand même imposé donc la politique d'indépendance de l'Algérie. Ben, c'est un petit peu la même chose qu'il se propose de faire, y compris en passant par-dessus la tête de l'Assemblée et en s'adressant directement au peuple. Mais encore faut-il qu'il y trouve un soutien, et ça n'a pas été le cas. Et donc, c'est ce qui aboutit à l'échec du référendum et à ce communiqué, la dernière expression publique de Gaulle, qui est très brève. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je m'en vais, puisque vous n'avez pas approuvé ma politique, mais jusqu'au bout, je vous aurais dit ce que je pense, et je vous aurais dit ce que, de mon point de vue, il faut faire. Bon, alors, un demi-siècle plus tard, quel regard est-ce qu'on peut porter sur cette sortie et sur cette recherche d'une troisième voie entre le communisme et le capitalisme? Un demi-siècle plus tard, qu'est-ce qu'on constate? Que le communisme, il a fait faillite au XXe siècle. Le capitalisme, dans notre XXIe siècle, qui est déjà bien engagé, on peut être de plus en plus inquiet en voyant se rapprocher le mur sur lequel il nous précipite. Et donc, on se pose de nouveau cette question, est-ce qu'il y a une autre voie à prendre? Alors, évidemment, la recherche de cette autre chose, elle se pose plus du tout dans les mêmes termes qu'en 1960, et c'est certainement pas dans la participation gaulliste qu'on va trouver des solutions. Mais la question est toujours là. Et cette question, donc, de Gaulle. À partir du 28 avril 1969, De Gaulle est totalement retiré de la vie politique, mais il n'en devient pas pour autant un retraité ordinaire, un personnage privé. Il reste un personnage public parce qu'il est soucieux de l'image et du message qu'il va laisser. Il est soucieux, en quelque sorte, pendant le temps qui lui reste, d'achever la statue qu'il va laisser dans l'histoire. Alors, cette statue, bon,
bon, il en a fait beaucoup, presque toujours sur le modèle de celle qui est à gauche, là, que l'on trouve à Paris sur les Champs-Élysées, un personnage qui, à grandes enjambées, va vers le peuple. Mais sa statue préférée, ben, finalement, c'est celle qu'il fait lui-même. Donc, il faut se demander, c'est pour ça que je parle de dernier tour de piste et non pas de retraite, quelle image il a voulu achever de façonner donc avant de disparaître. Alors, premier aspect, c'est celle d'un homme qui est définitivement ailleurs, qui n'a plus de responsabilité dans la vie politique. Et il ne veut surtout pas qu'on s'imagine qu'il serait derrière son successeur, Pompidou, à le surveiller, à lui donner des conseils et à avoir donc une quelconque responsabilité. Pas du tout. Bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se tient soigneusement à l'écart de la campagne électorale de 1969. Pompidou ne perd pas de temps. Hein. De Gaulle démissionne le 28 mai, enfin dans la nuit du 27 au 28 avril, pardon. Le 29 avril, Pompidou se déclare candidat et il est élu président de la République le 15 juin. Bon. De Gaulle se tient soigneusement à l'écart, puisque pendant toute la campagne électorale, il est parti, il voyage en Irlande et il ne reviendra que le 19 juin. Il vote, hein, mais il vote par procuration. C'est la cuisinière de Colombey les Deux Églises, la cuisinière de la Boisserie, qui a voté par procuration pour monsieur et madame de Gaulle. Lorsque Pompidou est élu, eh bien, de Gaulle lui envoie un télégramme de félicitations, mais qui est pour le moins extrêmement bref et à la limite, on pourrait dire plein de sous-entendus. Hein. Pour toute raison nationale et personnelle, je vous adresse mes bien cordiales félicitations. Bon, on ne peut pas faire plus bref. Et puis pour toute raison nationale et personnelle, ça peut vouloir dire, écoutez, je n'ai pas besoin d'en rajouter, vous savez très bien ce que je pense de vous. Donc, il est à l'écart. Il évite soigneusement, par exemple, les visites. Hein, il va recevoir à Colombey, à la Boisserie, de rares visites. Bon, par exemple, celle de Malraux, qui va en tirer ce livre, hein, les chaînes qu'on abat. Mais les gens qu'il reçoit, c'est soit des membres de sa famille, soit des gens dont le contact est nécessaire pour la rédaction ou la publication de ses mémoires, soit des personnalités politiques, d'anciens ministres, mais uniquement des gens qui n'ont plus aucune responsabilité, qui se sont retirés après le départ de Gaulle. Alors c'est le cas parmi ceux qu'il va recevoir, donc, de Malraux, de Couve de Murville ou de Jeannet, par exemple. Bon. Deuxième préoccupation, il veut, et là c'est avec une véritable obsession, est-ce que j'aurai le temps? Il veut écrire ses mémoires et achever ses mémoires. Alors il s'y met le plus vite possible. Il commence pendant son voyage en Irlande, au printemps 1969. C'est là qu'il commence à rédiger. Il se remet au travail dès son retour à la Boisserie. Et le premier volume donc, de ses nouveaux mémoires, qu'il appelle Mémoires d'espoir, est publié donc, le 23 octobre 1970. C'est assez rapide. Hein, il y a moins d'un an, il y a un peu plus d'un an entre le début de l'écriture et la publication du premier tome. Donc, il est publié 2 semaines seulement avant la mort du général de Gaulle. Le deuxième tome sera publié, mais alors sous une forme incomplète. Bon. Dans ce premier volume des mémoires, j'ai ici le sommaire. Alors, bien entendu, on traite d'abord de ce qui est le plus important pour de Gaulle, c'est-à-dire les institutions de la Ve République. L'Algérie est mise au début, mais pas trop, seulement en 3e position, c'est-à-dire à la place qu'elle occupe dans l'esprit de Gaulle. C'est pas l'Algérie française, c'est pas ce qu'il fallait sauver. La guerre d'Algérie, c'était plutôt le problème dont il faudrait se débarrasser. Et une fois qu'on en est débarrassé, ensuite, alors peut se déployer l'action que voulait mener le général dans le cadre de l'Europe, du monde, avec un véritable chef de l'État, etc. Le second volume, qui n'est publié que très partiellement, de Gaulle en a indiqué un plan dans une lettre qu'il écrit à son éditeur le 30 mai 1970.
Il indique donc qu'il y aura d'abord 2 chapitres politiques sur le référendum de 62 et sur les élections présidentielles de 65, et 2 chapitres économiques et sociaux. Alors c'est le premier sous-chapitre de chaque, en fait, qui est publié dans ce volume. Ensuite, deux chapitres sur les affaires étrangères, les drames, dans lesquels il aurait traité, entre autres, de la crise de Cuba, de l'assassinat de Kennedy, de la guerre du Vietnam, et puis les actes et les visites, où il aurait évoqué donc les grandes décisions prises sous sa présidence, les rapports avec l'Allemagne, la relation avec l'OTAN, la reconnaissance de la Chine, etc. Et enfin, De Gaulle indiquait pour terminer alors un chapitre d'ordre philosophique dans lequel il aurait comment dire, échangé, enfin écrit un échange imaginaire sur l'histoire de France et sur le rôle du chef, un échange imaginaire avec un certain nombre de chefs du passé. Clovis, Charlemagne, Napoléon, Clémenceau, sur le thème, en gros, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place dans ces circonstances. Alors, de cette intéressante méditation, nous serons privés pour toujours, puisque De Gaulle est mort bien avant d'avoir pu l'écrire. Alors, dernière façon pour De Gaulle d'achever de sculpter sa statue pour l'éternité, c'est à travers les rencontres qu'il fait et bien entendu qu'il choisit soigneusement. On a l'impression qu'il veut poser sa statue sur l'étagère à côté de celle d'autres personnages historiques qu'il considère comme des hommes à sa mesure. Alors, parmi ces rencontres, on peut en évoquer 3, bon, 2 qui ont effectivement eu lieu, celle avec Eamon de Valera, donc président de la République d'Irlande, qu'il rencontre en juin 1969, celle avec Franco, qu'il n'est pas besoin de présenter, qu'il rencontre en juin 1970, et enfin avec Mao, bon, ça ne s'est pas fait, mais c'était un projet qui n'était pas encore mis en place, mais enfin qui était dans l'air au moment du décès de Gaulle. De Gaulle avait fait connaître son intérêt pour une visite de la Chine, mais il y avait mis une condition, c'était d'être certain de rencontrer Mao. Donc c'était vraiment une rencontre qu'il voulait faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces hommes et puis entre eux et De Gaulle? On a là donc 3 vieux chefs qui sont à peu près de la même génération, qui sont nés à la fin du 19e siècle, qui vont mourir dans les années 1970, comme De Gaulle d'ailleurs. 3 chefs qui ont alors très longuement incarné leur pays, hein, et défendu ce qu'ils considéraient, eux, comme les intérêts de leur pays, et au nom d'idéologies très différentes que De Gaulle ne se sent absolument pas obligé d'approuver. Hein. Ce qu'il reconnaît, par contre, c'est le rôle historique important qu'ont joué ces hommes à travers des idéologies différentes. Alors pour Eamon de Valera, un nationalisme irlandais qui est à la fois très catholique et très réactionnaire, pour Franco, une espèce de crypto-fascisme, et pour Mao, le stalinisme à la sauce chinoise. Mais pour De Gaulle, ces idéologies qui n'approuvent rien, ben, il les considère avant tout comme des espèces de masques, derrière lesquels, en fait, ces hommes ont défendu très longuement et âprement ce qu'ils considéraient comme les intérêts de leur pays. Je crois que, alors, la rencontre avec Franco, évidemment, c'est celle qui faisait le plus scandale. Tellement scandale que pendant longtemps, on a voulu, comment dire, en atténuer le sens. On a longtemps dit que, oui, enfin, De Gaulle voulait aller en Espagne, et puis bon, il était bien obligé, par courtoisie, de saluer Franco, puisque Franco l'avait souhaité. C'est inexact. En fait, De Gaulle souhaitait rencontrer Franco. C'est pour ça qu'il est allé en Espagne. Et il a profité de l'occasion pour visiter l'Alhambra et pour offrir une visite à Saint-Jacques-de-Compostelle à sa femme. Mais il voulait rencontrer Franco en raison, je dirais, de la stature historique du personnage, de la place qu'il occupe dans le siècle par rapport à l'Espagne. Et je crois que ce que De Gaulle appréciait, si on peut dire ainsi, chez Franco, c'est la façon
dont il a su tenir l'Espagne à l'écart de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire la différence qu'il y a entre lui et Mussolini, qui s'est engagé à la légère dans une guerre qui ne concernait pas les intérêts de l'Italie et qui a été une catastrophe pour l'Italie. Bon. Et puis il y a aussi, je veux dire, le petit plaisir de faire scandale. Hein, c'est-à-dire l'homme qui est l'ami de Malraux, qui est l'ami de Mauriac, eh bien, il fait ce qu'il veut hein, et il se permet d'aller voir Franco. Pour ce qui concerne Mao, il n'est pas allé le voir, il n'a pas pu. Mais s'il avait été le voir, ça n'aurait pas signifié non plus en quoi que ce soit une approbation du communisme chinois. À ce sujet, il faut rappeler que lorsque la France a reconnu la République populaire de Chine en 1964, et c'était quelque chose d'important puisque c'était la première grande puissance à le faire. De Gaulle l'a bien précisé dans la conférence de presse qui se tient à la suite de ça, et que les Chinois, bien sûr, ne citent jamais, que ce n'était pas du tout une approbation du communisme. Il dit on a échangé les ambassadeurs, il n'y a évidemment là, de notre part, rien qui implique aucune sorte d'approbation à l'égard du régime qui domine actuellement la Chine. D'ailleurs, ajoute-t-il, on l'a déjà fait, comme nous l'avons fait avec d'autres pays qui subissent des régimes analogues. Bon, drôle de façon de parler du régime communiste chinois. Et puis il ajoute, on peut espérer que tout ça sert la cause des hommes et on peut espérer que grâce à cela, eh bien, les hommes se retrouveront un peu moins tard au rendez-vous que la France a donné à l'univers voici 175 ans, c'est-à-dire en 1789, celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Bon, voilà comment, en gardant ses principes pour lui-même, eh bien, il reconnaît la place que la Chine occupe dans le monde. Les circonstances de la mort de De Gaulle sont bien connues, donc pas nécessaire de s'y arrêter longuement. Bon, il est mort le 9 novembre 1970, brutalement, à la Boisserie, d'une rupture d'anévrisme. Il est mort, je dirais, comme tout le monde, en prononçant les mots de tout le monde. Les derniers mots qu'on a entendus, ça aurait été « Ah, j'ai mal dans le dos ». En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette mort brutale, eh bien, elle lui a évité justement ce naufrage de la vieillesse dont il parlait, c'est-à-dire la perte de la capacité physique et intellectuelle. Il est mort brutalement alors qu'il était encore en pleine possession de ses moyens, mais n'ayant pas terminé la rédaction de ses mémoires. Alors, si on veut chercher des mots un peu plus élevés que « Ah, j'ai mal dans le dos », ben, on peut peut-être les trouver dans les dernières phrases écrites qu'on a de lui. D'abord, la dernière phrase, qui est assez ironique, la dernière phrase des Mémoires d'espoir. Peut-être pas la dernière phrase écrite par lui, mais la dernière phrase qui a été publiée. Il évoque les difficultés économiques et sociales et il dit « Comment n'aurais-je pas appris que ce qui est salutaire à la nation ne va pas sans blâme dans l'opinion, ni sans perte dans l'élection ». Ici se termine avec 3 points de suspension les mémoires. Et puis on peut citer aussi les mots qu'il a écrits lorsqu'il était en Irlande, donc reçu à l'ambassade de France à Dublin pour le 18 juin 1969. Il est invité à dédicacer, je crois, un exemplaire des Mémoires de guerre, et il écrit 2 choses. D'abord, une phrase en vieux français, sortie de la chanson de Roland, « Moult a appris qui bien connu Ahon ». Ahon étant le dur travail, la peine, hein, a beaucoup appris celui qui a connu le dur travail. Et puis enfin une phrase que l'on attribue généralement à Nietzsche, sans trop savoir si c'est vraiment de Nietzsche, mais enfin qui vaut quand même d'être citée, hein, « Rien ne vaut, il ne se passe rien, et cependant tout arrive, mais cela est indifférent ». C'est sur cette forte phrase que je me permettrai de vous quitter.